Et voilà, on va parler d'un épisode. On va rentrer dans un épisode avec Valentin de. Comment il s'appelle Marco Mouli, c'est ça? Marco Mouli, oui. Marco Mouli, voilà. Épisode Marco Mouli. Voilà, il n'y a rien de mieux pour introduire le truc. Là, il se dit, je le déteste déjà. Non, justement, ça permet de purger un peu le truc. On va parler des quotas carbone européens. Donc, comment bien contourner les règles de l'Europe. Non, c'est pas l'objectif du jour. Au contraire, c'est comment comprendre comment tout ça fonctionne. Sachant qu'en plus, je dis ça parce que ça me fait marrer de loin, mais j'ai jamais trop regardé ces docus. Mais je crois qu'ils sont vachement bien, non, ces docus sur Marco Mouli. Je les ai pas regardés non plus. Tu les as pas vus non plus? Bon, d'accord. Mince, alors, tu t'es pas inspiré de leur aventure pour te lancer dans Haut Maillot. Avant qu'on rentre dans tout ça exactement, explique-moi qu'est-ce que c'est un quota carbone? Peut-être un quota carbone européen, s'il y en a d'autres d'ailleurs, et qu'est-ce que tu fous dans la martingale en vrai? En fait, c'est ça la question. Super question. La première ou la deuxième? Les deux. Alors, un quota carbone, bon, on va en parler pas mal, il y a pas mal de choses à savoir, mais finalement, ce que c'est un titre d'échange émis par la Commission européenne qui représente le droit d'émettre 1 tonne de CO2 pour des industries assujetties. C'est-à-dire que l'Union européenne, à partir de 2005, a mis en place un mécanisme d'échange de quotas d'émissions, de ces quotas carbone, à travers lequel elle oblige un certain nombre de secteurs assujettis, donc des transporteurs aériens, transporteurs maritimes, énergéticiens, fabricants d'acier, de ciment, ainsi de suite, elle les oblige à lui restituer un nombre de quotas équivalent à leurs émissions à la fin de l'année. Ça veut dire quoi, restituer? C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si, par exemple, je produis du sucre, et pour produire du sucre, je chauffe de la betterave avec du gaz. Et donc, j'émets à peu près 300 kg de CO2 par tonne de sucre produite. Et bien, si j'ai fait, du coup, 2000 tonnes de sucre, ça fait 600 kg de CO2. Et donc, à la fin de l'année, je dois restituer 0,6 quota carbone, étant donné que chaque quota représente 1 tonne. Donc, lui restituer, c'est je lui donne, et elle est détruite, et l'année suivante, on recommence. C'est pas clair. Elle les détruit. Alors, toi, tu as un droit à quelque chose ou tu payes quelque chose à la communauté européenne? Alors, pour les restituer, il faut d'abord les avoir. Ouais. Et donc, il faut les acheter. Mais c'est un bout de papier qui s'appelle quota d'émission, quota carbone, que je donne à la Commission européenne. Et pour le lui donner... Que tu donnes ou que tu achètes? D'abord, je dois l'acheter. Ouais. Et ensuite, je lui donne en quantité équivalente à mes émissions. Donc je lui restitue. Okay. C'est un peu comme l'impôt. Donc, pour l'année, je gagne de l'argent. Ouais. À la fin de l'année, l'État il me dit, voilà, il y a, je sais pas, 25% d'impôt sur l'année. Donc, je lui rends. L'avantage sur l'impôt, c'est que tu l'achètes avant, c'est ça, j'ai l'impression? Absolument. Tu payes en amont. Alors, je peux l'acheter. Tu payes un droit à polluer. Je l'achète quand je veux pendant l'année. Et je lui restitue à une date, le 30 septembre, en fin d'année. Ok, donc je suis dans une... on va prendre des... Moi, j'ai besoin... Je suis un peu bête, hein, tu vois, donc j'ai besoin de choses très claires. J'ai le droit de consommer 100. Je paye un ticket pour polluer 100, en gros. Et à la fin de l'année, je leur restitue, je leur dis, regardez, j'ai pollué 90 ou 110. Donc, soit j'ai dépassé, soit je suis en dessous. C'est plus ou moins ça, et c'est ces deltas qui vont peut-être faire un peu... Non, il n'y a pas d'histoire de delta, ni de point de départ. Okay. Alors, si tu émets 100 tonnes, tu dois restituer 100 quotas. Si c'était 87, tu aurais restitué 87 quotas. Et si tu avais pollué... Donc c'est la réalité, c'est pas tu prends pas un acompte. Ça dépend, non. Ça dépend de la quantité de charbon, de gaz ou de pétrole que tu as brûlé pendant l'année. Ok. C'est tout. Et alors, l'objectif de ça, c'est de compenser quelque part de l'autre côté, c'est de dire, je prends un billet d'avion, donc j'achète des arbres, ou c'est un peu l'idée? Non, mais très bonne question, parce qu'il y a une confusion permanente entre le marché de la compensation, le marché des crédits carbone, et le marché de la tarification des émissions, le marché des quotas carbone. Et ça, en fait, ça n'a rien à voir. Ok, crédit carbone, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est pas le sujet. Pas du tout. Ok. C'est un peu comme parler, je sais pas moi... des chaussures de sport et des jus d'orange. C'est vraiment rien à voir, juste que les termes sont un peu similaires. Donc là, on parle d'une taxe à la pollution, quelque part. Exactement. Que tu payes à la communauté européenne, enfin à l'Union européenne peut-être, je sais pas. À l'Union européenne. Ouais, à l'Union européenne. Donc tu achètes un droit à polluer. Et ce droit à polluer, il ne sert pas à dépolluer, quoi. Il sert juste à prendre de l'argent pour financer les institutions. Alors, presque. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces quotas d'émissions, ces quotas carbone, ils existent en quantité limitée. Ok. Et chaque année, il y en a de moins en moins. Donc c'est un actif déflationniste.
Et donc, plus les industries assujetties vont émettre, plus elles vont devoir acheter des quotas. Mais étant donné qu'il y a de moins en moins de quotas disponibles, plus le prix va monter. Oh, ok. Et donc, le mécanisme a été conçu pour que progressivement le prix des quotas augmente. Et donc, progressivement, les industries sont de plus en plus incitées à décarboner. Et il augmente par la loi de l'offre et la demande ou il augmente Exactement. par un mécanisme d'augmentation de prix qui est prévu à l'avance? Non. Donc, Offre et la demande. ok. Et donc, c'est en ça que c'est pas vraiment une taxe, parce que c'est un mécanisme de marché qui fixe le prix. Qui tend vers zéro. L'offre tend vers zéro. Ok. Et le prix tend, du coup, théoriquement, vers plus infini. Oui, alors si on arrive à zéro, a priori, il viendra à zéro aussi. Si tu n'as plus de droit à polluer, voilà. Oui, mais... il y a toujours un actif, une Non, offre mais circulante. Comme tu dis, tend vers zéro, en effet, il y a un moment où il ne sera probablement jamais à zéro à 100%. Alors oui, il faut voir c'est quoi la fin de l'histoire du marché, mais le dernier quota, théoriquement, sa liquidité, elle est nulle et son prix, il est infini. Il y en avait combien en 2005, si je dois voir? Il y avait 1,3 milliard de quotas disponibles. Et ça diminue de l'ordre de 4,3% par an. Ok, donc 1,3 milliard en 2005. Et en 2025, ça fait... Ah pardon, j'ai confondu 2005 et 2025. Okay. Donc il y en avait environ un peu plus de 2 milliards en 2005 et 1,3 milliard en 2025. Mais les périmètres ont changé entre-temps. Donc si on regarde isopérimètre, il y a à peu près une baisse de 50% depuis 2005. C'est-à-dire que les industries assujetties ont diminué leurs émissions de 50% depuis 2005. Ok. Très bien. Alors là, je me dis, bon, super, il y a des industries qui peuvent acheter du droit à polluer. Il y en a de moins en moins, ça vaut de plus en plus cher. Moi, je ne suis pas une industrie. Je suis juste là avec mon petit portefeuille. Même si j'étais un hedge fund ou je sais pas, évidemment tu peux toujours, les hedge funds c'est très créatif à un moment, aller voir des industries, leur dire écoute je vais acheter des choses, mais donc ça s'achète quoi en avance, comment ça se passe, raconte-moi un peu le mécanisme. Est-ce que je peux acheter déjà du droit à polluer de 2022 ou du droit à polluer de 2027 ou est-ce que je suis sur celui de l'année en cours? Alors sur le marché, ces quotas d'émissions sont valides de manière limitée et s'échangent en continu. Donc c'est un produit qui est coté. C'est un petit peu comme une devise. D'ailleurs, on appelle ça la devise de la décarbonation. Ça se comporte parfois comme une devise, parfois comme une matière première. Pourquoi comme une devise? Parce que c'est du papier, c'est pas périssable, ça a une durée de vie limitée. Et illimité ou limité? Illimité. Illimité. C'est-à-dire qu'un quota de 2022, il sera toujours valable en 2025. S'il n'a pas été utilisé. Absolument. Absolument. Et donc, il y a un marché qui se forme sur lequel l'ensemble des participants s'échangent en permanence ces quotas d'émissions. Il y a une liquidité quotidienne de l'ordre de 4 milliards d'euros. Ça fait 800 milliards d'euros par an. Donc c'est un gros marché, très liquide, sur lequel le quota a un prix qui est défini en fonction de l'achat et la demande. Mais alors ça veut dire que y a l'Union européenne qui l'émet par le biais d'un bureau et qu'il y a des gens qui l'achètent et qui potentiellement le gardent en attendant qu'une industrie vienne lui dire hey Coco, je voudrais t'acheter ton droit à polluer que tu hold, quoi, tu tiens. C'est comme ça, sauf que c'est plus rapide. Okay. L'Union européenne, elle définit donc le plafond annuel, donc 1,3 milliard cette année, et ensuite elle organise des enchères quotidiennes sur lesquelles elle met sur le marché une quote-part quotidienne de ce plafond annuel. Donc plus ou moins 1,3 milliard divisé par 365. 220 jours de jours de négoce, okay. Donc oui, grosso modo, c'est ça. Et chaque jour se présentent aux enchères les grandes institutions bancaires européennes et les grands industriels. Mais aux enchères, finalement, il y a assez peu de monde qui participe, c'est vraiment un marché de gros. C'est un peu lorsqu'une entreprise fait une introduction en bourse, elle va faire son IPO, et il y a quelques grandes banques qui participent. Au pré-IPO. Exactement. Ouais. Et ensuite, nous, lorsqu'on veut acheter des titres, en fait, on va sur le marché secondaire. Et ça s'échange sur Euronext, et puis on a notre plateforme, Boursorama, Trade Republic, n'importe. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc, l'Union européenne met aux enchères quotidiennement, c'est un peu l'IPO, la mise sur le marché primaire. Et ensuite, les 10 000 assujettis à travers l'Europe, plus les 300 compagnies aériennes, plus les 2000 compagnies maritimes, elles vont s'échanger sur le marché secondaire qui est extrêmement liquide, extrêmement fluide. Ok.
Donc, ceux qui achètent en primaire sont principalement des financiers ou il y a quelques gros industriels. C'est ça. Est-ce que, je sais pas moi, alors je sais pas, un Total et un Air France, ils achètent directement au bureau central? Air C'est marrant, France, je ne sais pas. je vois le Total, bureau, j'imagine que oui. je vois le bureau central comme cette espèce de bureau. Tu prends ton ticket ou t'attends 20 minutes. Bonjour, je pourrais avoir mon droit à polluer. Non, en Euh, fait, le marché est extrêmement financiarisé. Ouais. Donc ça se passe sur EEX, qui est la plateforme européenne d'échange de l'énergie, sur laquelle s'échange l'électricité, sur laquelle s'échange plein de matières Donc, tu as du premières trader énergie. en fait là-dessus. C'est Exactement. quasiment. Ouais. Pas quasiment d'ailleurs. Donc, dans les banques, tu as du BNP, je sais pas, Exane ou Mhm. Goldman Sachs. Les Américains peuvent acheter ça aussi Oui, d'ailleurs. Ouais, les ok. Américains peuvent Les acheter. Asiatiques, enfin tout le monde. Quoi. Exactement. Ok. Tu parlais de hedge fund tout à l'heure. Il y a une partie des participants au marché qui sont des fonds d'investissement entièrement spéculatifs qui participent. Alors, ils ont une participation assez faible par rapport au volume total, mais n'importe qui parmi les institutions financières, les établissements de crédit et les assujettis peuvent participer à ce marché. Tu vas m'expliquer après comment Omayo se positionne là-dessus, mais moi, ce qui me chafouine un peu, c'est que je me dis, attends, ce truc est quand même fait à l'origine pour maîtriser, contrôler ce droit à polluer. Bon, quelque part, alors, c'est très très bien dans le sens où, comme tu le dis, on réduit le stock de pollution disponible, donc au fur et à mesure. Donc ça va dans le sens de l'histoire. Cependant, tu as quand même tout un tas d'acteurs qui sont en plus généralement en grande partie des acheteurs du primaire, donc à la source, qui sont les premiers à acheter à l'Union européenne, qui vont derrière, en fait, comment t'appelles ça, trader, enfin, acheter, vendre et spéculer, pardon, sur quelque chose qui va potentiellement pénaliser des industriels parce qu'ils vont le payer trop cher, parce que, je sais pas moi, des gros hedge funds sans faire le étranger, non, mais tu vois, asiatique ou machin, qui pourraient un peu venir quand même bouger un peu les lignes pour tes industries, parce qu'en fait, tout d'un coup, tu vas payer tes trucs beaucoup plus cher, non? Ouais, alors, sur le marché primaire, c'est vraiment... Il y a 15 acteurs qui participent. Enfin, il y en a, disons, 25 qui participent et 15 qui gagnent. Donc, c'est extrêmement limité. Ce sont les gros faiseurs de liquidité du marché. En revanche, sur le secondaire, oui, là, il peut y avoir à peu près tout le monde, dont des acteurs qui n'ont de visée que spéculative. Mais c'est vrai dans à peu près tous les marchés de matières premières. Et c'est en fait une bonne chose. Sans ces acteurs-là, il y aurait beaucoup moins de liquidité sur le marché. Donc, un signal prix beaucoup moins clair. Il y aurait également pas systématiquement les contreparties pour les assujettis qui veulent se couvrir des variations de prix. Et qui dit moins de liquidité, dit moins dans l'offre et la demande, moins de demande. Donc un prix qui baisserait quand même. Pas forcément, en fait, ça dépend. Si on a sur un marché... Pardon, je vais un tout petit peu plus loin, excuse-moi. Je vais un tout petit peu plus loin dans ma réflexion, mais il y aurait moins de demandes, donc moins donc le prix baisserait, mais aussi, j'aimerais bien voir le détail, mais quelque part, je pourrais me dire, alors après, évidemment, si moi je peux croquer, bon, pourquoi pas, mais si je viens d'un point de vue vraiment UE-centrique, European Union-centrique, finalement, il y a une partie que l'État, ou on va dire l'administration européenne perçoit, puis une autre qui sont des tas d'acteurs privés qui vont... en fait, encore une fois, spéculer sur le marché. Je ne sais pas quelle est la marge là-dessus. Est-ce que c'est infime ou est-ce que c'est gros? Mais quelque part, tu te dis, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de donner à toutes ces personnes-là, tu vois, c'est une partie de mon droit à polluer, tu vois? Alors, c'est presque philosophique, mais... Ouais, mais ça permet vraiment de stabiliser le marché. Je te donne un exemple. Les assujettis, ce sont essentiellement des industriels, des énergéticiens. Lorsque il y a Total, ArcelorMittal, quoi, par exemple. Lafarge, Ouais, très bien. Tereos, donc oui, sucre, acier, ciment, papier, verre, céramique, électricité, ainsi de suite. Si demain il y a une crise économique, ou en tout cas une baisse de la production industrielle, tous ces acteurs-là n'ont plus besoin d'autant de quotas, donc ils sont vendeurs. Si en face, il n'y a personne qui est acheteur, le prix s'effondre, le marché s'effondre. C'est ce qui s'est passé en 2007-2008. À l'inverse, si on a des acheteurs qui sont
de catégories différentes, donc plutôt spéculateurs, ils vont voir que le prix baisse, ils vont se dire je vais rentrer, je vais soutenir le prix. À l'inverse, si cette fois-ci tout le monde est acheteur, eh ben, les spéculateurs vont vendre. Et donc pareil, ils vont limiter les variations de hausse et de baisse du prix. Donc ils apportent de la liquidité sur le marché et ils agissent en tant que contrepartie et ils stabilisent le prix. Ok. Alors, ces personnes-là, donc les financiers qui sont là-dedans, peuvent me permettre, j'imagine, moi, d'investir là-dedans. Alors, directement, indirectement, souvent dans ce genre de marchés qui ne sont pas des marchés complètement, on va dire, c'est pas le Eurostock, c'est pas, pardon, le Nasdaq ou le New York Stock Exchange. Il me donne pas accès, comme dans le private equity, en dessous de 1 million, 2 millions, 10 millions, je sais pas. On est dans quel ordre d'idée là-dessus? En fait, tu posais la question de Maillot. Avant Maillot, il y avait très peu de manières pour un investisseur privé d'accéder à ce marché. Ce qu'on appelle la retailisation. Exactement. Donc le retail, c'est la distribution à la masse, quoi, en gros. Exactement. Alors, il y avait quelques manières de le faire. Il y avait 1 ou 2 émetteurs d'ETF qui faisaient de la réplication dérivée, c'est-à-dire qui permettaient d'avoir une exposition aux variations de prix, mais sans détenir physiquement les quotas derrière. Ils détenaient des produits dérivés, souvent des contrats à terme. Donc on a déjà parlé, ce sont des ETF qui ne sont pas, que j'appelle organiques, quoi, mais qui sont plus des ETF vraiment virtuels, qui sont en fait des copies de cours, mais qui, quand tu achètes réellement, tu n'influes pas vraiment sur le cours, en fait, finalement. Exactement. Et ça a 2 problèmes sur ce marché. Le premier problème, c'est que les contrats à terme s'échangent avec une prime par rapport aux contrats physiques, donc ils sont plus chers. Or, au terme, le prix du physique et du dérivé, il est le même. Donc, en fait, il y a une perte de performance qui vient du fait que la réplication est dérivée. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ce faisant, j'ai aucun impact sur l'offre. Or, on a vu que un des critères d'appréciation du prix, c'est la diminution de l'offre. Et si je veux faire en sorte que ce prix aille plus haut, plus vite, il faut que je puisse contrôler l'offre. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est une réplication physique des quotas d'émission à destination d'investisseurs privés. Alors, quand tu me dis réplication, ça veut dire que c'est pas l'exact, mais physique, ça veut dire que c'est la même chose. Donc, je comprends pas ce que tu veux dire par réplication physique. C'est un petit peu comme, si je prends l'univers des cryptos, un stablecoin dollar, qui est collatéralisé physiquement en dollars. Ce que je détiens, c'est pas un dollar, c'est un token. Oui, donc, mais généralement, c'est adossé en effet à des vrais dollars. Exactement. Donc, tu achètes du vrai dollar. Donc, en fait... Tu achètes du token, okay. Mais derrière du vrai dollar. Quelqu'un détient pour toi du vrai dollar et t'assure que le jour où tu veux vendre ton token, tu auras du vrai dollar. Ben, nous, c'est exactement pareil. On encapsule le quota d'émission dans un autre titre financier, qui se trouve être une obligation, mais avec les montants souscrits par nos investisseurs, on va acheter des quotas d'émission qu'on détient dans le registre européen. Acheter et vendre. Acheter et vendre, bien sûr. C'est dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que tu as toujours le même nombre? Absolument. Plus ou moins de... 1 pour 1. 1 pour 1, ok. Donc il n'y a pas de... Et le marché est suffisamment flexible pour dire que moi, si j'en achète pour 200 €, ben, toi, tu vas en acheter pour 200 €? Alors, il y a peut-être quelques chiffres sur le marché. C'est un marché qui fait donc 800 milliards d'euros de volume annuel, 4 milliards par jour. À titre de comparaison, je sais pas, tu as des marchés que tu peux me donner, tu connais le... 800 milliards d'euros de volume, c'est un marché. La valeur, c'est à peu près 120, 130 milliards. Donc, il faudrait comparer avec une entreprise d'une taille similaire. Je pense que sur le volume d'échange, Ethereum doit être dans cet ordre de grandeur, peut-être autour de 1000 milliards. Si je prends, je me trompe pas... non, je me trompe, j'allais me tromper. Tu sais pas quel est le volume du CAC? Le volume, non. Non, j'ai tapé volume sur du CAC. À mon avis, le CAC, on doit être sur peut-être 2 ordres de grandeur au-dessus quand même. Ok, écoute, je vais regarder un petit peu. Moi, j'essaierai d'avoir la réponse d'ici la fin de l'épisode. Mais ok, c'était juste pour voir si c'était... quand on dit 2 ordres de grandeur, ça veut dire 2 zéros de plus ou ça veut dire x2? 2 zéros de plus, à mon avis. Ok, intéressant. Mais je dis ça d'un mouillé. Hein. On va la voir. Ok, donc l'essentiel, je lis quelque part, tu viens de le dire, mais 45%
des émissions industrielles qui ont été consommées, en fait. C'est ça ? Qui ont été réduites. Qui ont été réduites, ouais. Parce que donc, on diminue le nombre de quotas disponibles. Ouais. Et du coup, on diminue la capacité pour les industries, les énergéticiens, les transporteurs à émettre. Et en fait, il faut voir le prix du quota comme le point d'arbitrage entre décarboner son activité ou ne pas décarboner. Et donc, en fonction du coût marginal de décarbonation, d'abattement de chaque industrie, chacune va décider de soit continuer business as usual, entre guillemets, soit décarboner. Donc, plus le prix d'un quota augmente, plus les industries sont incitées à décarboner. Et c'est pour ça que depuis 2005, on voit une décarbonation progressive de certains secteurs, notamment l'énergie, en Europe. En fait, c'est le moteur et la pierre angulaire de toute la stratégie climatique et énergétique de l'Europe depuis 20 ans. Simplement, on en parle très rarement. C'est hyper intéressant. Alors, j'ai à la fois du mal, à la fois j'essaie de me projeter. Est-ce que c'est un marché qui suit la tendance, qui est en tout cas anti-fragile, ou tu pourrais te dire quelque part, finalement, la tendance va quand même vers ça, donc quoi qu'il arrive, en diminuant, ça ne fera que monter. À la fois, tu peux aussi te dire, si jamais la consommation baisse très fort, il y a un moment où tu vas avoir moins besoin de crédit carbone. Souvent, en plus, les marchés anticipent tout. Donc, en fait, le prix, tu ne payes pas le prix de maintenant, mais le prix de dans 10 ans. Enfin, quelle est l'analyse là-dessus du suivi par rapport aux différents marchés? Est-ce que c'est un marché qui va contre le vent ou qui suit plutôt le vent des marchés traditionnels? Il y a trois questions dans ta question. Grande spécialité. La corrélation. Donc, c'est un actif qui est très faiblement corrélé aux autres grandes classes d'actifs. Il y a une corrélation assez forte au gaz qui est saisonnière et qui a tendance à disparaître au fur et à mesure où la part des énergéticiens diminue au profit des industriels dans le marché, parce que les énergéticiens ont décarboné. Mais globalement, c'est un marché qui est assez faiblement corrélé. Quand je dis assez faiblement, c'est entre 0 et 0,2 sur les autres grandes classes d'actifs. Ensuite, est-ce que c'est antifragile, ou en tout cas, quels sont les signes noirs sur ce marché, s'il y a une baisse de la consommation, Alors, il peut se passer plusieurs choses. Il y a Donald Trump européen serait un bon signe noir, mais j'imagine. Ça serait, oui, il faudrait que ça soit commun à l'ensemble de l'Europe, mais ce serait en effet un bon signe noir. C'en est un. Il y en a trois, à mon avis. Pardon, oui. Excuse-moi, juste avant que tu viennes sur les trois, est-ce qu'un Donald Trump américain est un signe noir quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il pousse quand même un signal global qui est la pollution, les gars, là, votre histoire de 2015... C'était une farce, tu vois. Mais le monde n'est pas pollué, c'est un peu ce qu'il dit quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement il embarque tellement de gens avec lui que la classe politique et surtout les populations disent la communauté européenne, tout ça, tous, là, vous nous avez un peu saoulés, c'est bon, les woke, les machins, allez, on arrête. C'est possible, sauf qu'il peut cesser de mesurer le bouleversement climatique, ça veut dire que celui-ci s'arrête. Donc peut-être qu'on va avoir des sortes de hockey politique sur les années à venir, mais au bout d'un moment, on est quand même dans le continent qui se réchauffe le plus vite. C'est vrai. On voit de plus en plus de rapports sur les coûts de l'inaction climatique. Je lisais quelque chose de l'ADEME, je pense qu'en 2030 ou 2050, le coût de l'inaction climatique représenterait 10% du PIB, de l'ordre de 260 milliards par an. Il y a aussi cette réalité qui va nous rattraper. On peut la repousser, mais un jour ou l'autre, ça va finir par nous rattraper. Et Donald Trump ou pas Donald Trump, il va falloir qu'on s'en saisisse. Il y a peut-être en effet une différence qui est quand même assez intéressante dans ce que tu dis, c'est que pour passer tu vois, du temps en Corse avec des agriculteurs et des gens comme ça, je veux dire, l'agriculteur corse qui il y a 10 ou 15 ans te disait ouais, ça va, avec le réchauffement, machin, il nous saoule et tout. Aujourd'hui, il te dit plus du tout ça. Je veux dire, le français, je pense l'européen, dans ses grandes lignes, le vrai dérèglement climatique, il est là, quoi. Il le voit, la pluie qui fait n'importe quoi, les chaleurs de plomb, machin, enfin, tout, donc c'est une réalité qu'on vit, nous, peut-être qu'ils vivent peut-être moins aux États-Unis, je sais pas. En tout cas, un peu moins, ça c'est sûr. Ils ont quand même les feux de forêt. Oui, bien sûr. Non, mais comme tu le dis, on est aux premières loges en Europe, ça c'est sûr. Et ça a des impacts
extrêmement réels, tangibles, dès aujourd'hui, bien sûr sur les infrastructures, mais aussi économiques, qui sont catastrophiques. Et donc à un moment, je pense que la pression de la population, la pression des électeurs, va faire que il va falloir s'en saisir. Ok. Et on a là, avec les systèmes de quotas d'émissions qui existent en Europe, mais qui existent en fait dans une quarantaine de juridictions à travers le monde, l'arme principale pour réduire les émissions à grande échelle et à grande vitesse. Ok. Donc ça peut être pas forcément un signe noir pour revenir à la question C'est initiale, d'abord, ouais. mais une sorte de... il peut y avoir des hésitations, je pense encore, dans les années qui viennent, mais à un moment, à la fois pour lutter contre ces réalités quotidiennes, pour aussi asseoir notre souveraineté énergétique, pour relancer la compétitivité de nos industries, il va falloir qu'on fasse un choix. Et il est à peu près inévitable que ce choix soit vers une transition énergétique et une décarbonation industrielle maîtrisée et réussie. Très clair. Ok. Tout ce qu'on se dit là, j'essaie de me projeter. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Toi, tu es là-dedans depuis quand? Alors moi, j'ai découvert ce marché complètement par hasard aux alentours des années 2018-2019. Ok. En fait, je voulais investir dans les quotas d'émissions en me disant, c'est peut-être un des seuls actifs qui a à la fois un fort potentiel de rendement et un impact réel, tangible, démontré empiriquement sur les émissions. Et c'est en réalisant que ce n'était pas possible que j'ai décidé de créer Omayo. C'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Exactement. Alors, ça a mis du temps entre découvrir le marché et créer la boîte, mais j'ai vraiment commencé à bosser dessus, disons, mi-2022, et on a créé la société il y a 2 ans, en mi-2023. Si je dois revenir un peu sur le signe noir, en fait, il est un peu pareil que je te parlais de Vasco tout à l'heure, que j'ai enregistré il y a quelques semaines, là, autour de... Donc, eux, ils sont sur la rénovation énergétique. J'ai adoré cet épisode. La chose qui vous lie dans beaucoup de business autour de l'environnement, et on va dire d'un avenir plus pur écologiquement, c'est quand même la loi, la législation. C'est-à-dire que le signe noir, il est que... Enfin, après, il sera pour beaucoup de classes d'actifs, mais il est quand même un peu dans le chaos ou dans des choses comme ça. On est dans des... Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles... des marchés sur lesquels faudra toujours acheter, je dis des conneries, mais de l'essence peut-être, jusqu'à ce que tout soit électrique, mais d'ailleurs il se transforme, il faudra toujours acheter à manger, il faudra toujours acheter... Il y a des classes d'actifs comme ça. Alors voilà, vous, c'est basé quand même que sur, entre guillemets, de la législation. C'est-à-dire que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, il y a un moment où quand tu vas te dire, bon, bah, on doit rénover 700 000 trucs par an, et qui me disait qu'on n'en faisait que 100, 100 unités, 100 000, tu te dis, bon, il y a un moment, on ne tiendra pas le truc, tu vois. Donc, c'est peut-être ça où ça peut fissurer quand même. C'est un prolongement de la loi, un changement de tout ça, une augmentation des quotas, parce qu'en fait, on n'est pas dans la bonne direction. Ouais, dans les 3-4 signes noirs que je vois, il y a en effet la législation, ça c'est sûr. Bien que ça reste, à mon sens, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quelque chose qui peut évoluer à court terme, mais qui, un peu dans le sens de l'histoire, va dans une seule direction. Si je vais là-dessus, pardon, mais tu vois, par exemple, j'entendais l'autre jour un truc sur les industries automobiles où normalement c'est 2035 full électrique. Et puis, tu vois, on sent qu'il y a une énorme pression des constructeurs. Est-ce que si on passe de 2035 à 2040, ça a un impact sur justement la décarbonation? Enfin, oui, ça aura un impact, mais sur les crédits et les quotas. Alors, sur le pushback des automobilistes, il y a quand même 57 compagnies, producteurs automobiles qui ont souligné leur attachement à cet objectif 2035, parce qu'il y a des investissements qui ont déjà été engagés, des recrutements qui ont déjà été faits, et revenir en arrière pour être extrêmement destructeur. Et en fait, il y a toujours cette sorte de tension, destruction créative ou créatrice dans la décarbonation. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Tu parlais un petit peu du danger pour l'industrie de voir ses quotas augmenter. C'est vrai pour ceux qui sont les plus émissifs, mais pour ceux qui sont les moins émissifs, pour EDF par exemple, avoir des quotas élevés, c'est une très bonne nouvelle. Donc, tout ça est vrai pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Maintenant, sur l'exemple spécifique de la fin de la vente de voitures thermiques en 2035, ça n'aurait pas un impact
direct sur le prix des quotas sur ce marché. Mais à partir de 2027, l'Union européenne lance un second marché qu'elle va appeler marché des quotas d'émissions 2. Très créatif. Ok. Et ce deuxième marché, il ne va plus uniquement assujettir les énergéticiens industriels et transporteurs aériens et maritimes, il va assujettir les transports routiers et le chauffage des bâtiments. Le transport routier, c'est toi et moi, si tu prends la voiture, lorsqu'on met de l'essence dans la voiture. Et là, en l'occurrence, oui, c'est un impact gigantesque, le fait de mettre 2040 plutôt que 2035. Intéressant. Et donc, transport routier sur l'essence, mais sur l'électricité aussi? Alors, l'électricité, elle est déjà assujettie par le TS1 sur les énergéticiens. Ok. Très clair. Alors, moi, je voudrais en acheter. Non, je me dis, c'est bien. Donc, à partir de combien, déjà? Je vais te faire quelques questions en mitraillette, comme ça. À partir de combien? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que je peux acheter, vendre, spéculer? Est-ce que voilà. Quel rendement passé est potentiellement attendu? Ouais. Nous, pour l'instant, c'est à partir de 1 000 euros. Okay. L'objectif, c'est de le rendre le plus accessible possible. 1 000 euros la première fois, l'investissement? À chaque fois. À chaque fois. À chaque Donc, fois. Ticket de 1 000 euros, ticket de 1 000 euros. Ouais. Je fais bien de poser cette question à chaque fois parce que c'est jamais la même réponse. Ok. Non, là, Okay. c'est à la fois clair et malheureusement un petit peu contraignant, mais pour l'instant, c'est 1 000 euros. Alors, ça peut être 1 001, donc c'est pas uniquement des lots de 1 000, de 1 000 euros. Mais à partir de 1 000 euros à chaque souscription. Okay. Ensuite, la liquidité. Alors, on peut acheter et vendre de manière instantanée au cours spot du quota. Okay. Mais lorsqu'il y a une souscription, on demande un temps minimal de détention de 3 à 6 mois en fonction du montant investi. Ok, donc j'allais te dire, tu peux pas acheter et revendre dans la même journée, tac. Non. En revanche, une fois ce délai minimum de détention passé, là, tu peux vendre instantanément au prix spot du quota. Mais donc, si j'achète aujourd'hui, demain, après-demain, après, voilà, tu comprends, à chaque jour, il faut jour plus 6 mois? Ça dépend du montant, mais 3 ou 6 mois, oui. C'est à partir de combien, 3 mois? C'est à partir de 25 000 euros. Ok, 3 mois, donc oui, tu n'es pas dans une spéculation haute fréquence, quoi, tu es dans un... Alors, ça c'est un paramètre, c'est-à-dire que c'est nous qui établissons les contrats, on émet les obligations, on est à la fois l'émetteur et le distributeur. Parce que toi, tu as un coût à chaque fois, c'est ça, non? Il y a ça, mais il y a surtout la philosophie de Omayo. L'objectif, c'est d'accompagner et d'accélérer les trajectoires de décarbonation à moyen long terme. C'est pas de faire des paris, c'est pas de spiel, c'est pas de jouer sur le cours. Maintenant, on veut pas emprisonner les gens non plus. Il y a parfois des besoins de liquidité. Donc, j'estime qu'à 3 et 6 mois, normalement, tu as une assez bonne visibilité de quels seront tes besoins de liquidité. Donc, on laisse la porte ouverte à sortir. Après tout, c'est un marché liquide. Donc, pourquoi? C'est pas à nous non plus de bloquer, de dire aux gens comment ils doivent investir. Mais l'objectif, c'est pas d'aller jouer la volatilité. Ok. Et la dernière question que j'avais, c'est que tu avais autre chose à un point. Ouais, il y a un autre point qui est important, c'est que on n'a pas trop parlé des mécanismes de formation du prix du quota, mais il peut être assez sensible à des événements géopolitiques. Parce que prix des matières premières énergétiques, prix du gaz, prix du pétrole. Et donc, on ne veut pas encourager les effets d'aubaine, qui sont assez mal nommés, sur des événements géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Ukraine, exactement. Et donc, pour ça, on a implémenté cette limite. Peut-être que demain, on la changera, mais aujourd'hui, c'est le cas. Ok. 2015-2025, c'est quoi la perf? En gros, je sais pas. Non, mais si t'as d'autres... Non, je l'ai, mais c'est en gros x10, 25% par an. Wow. Sur un an, on est à plus 20% par an. Enfin, plus 20% sur l'année. Depuis le début de l'année, je crois qu'on est à entre 8 et 10%. Mais sur 3 ans, on est quasiment flat. Okay. Donc, il y a eu des grosses chutes, par exemple, 2023, donc, c'est ça? Alors, 2022, il y a eu une très grosse montée, guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, c'est prix du gaz qui fait x10 en Europe. Le gaz étant plus cher, les industries se déportent sur le charbon. Or, pour une même quantité d'énergie, le charbon émet 2 fois plus que le gaz. Et du coup, j'ai besoin d'acheter 2 fois plus de quotas. Donc, subitement, l'offre explose. La demande explose, l'offre, elle est contenue, et donc le prix explose.
Donc, il y a une volatilité forte. Maintenant, le facteur fondamental d'appréciation du prix à moyen terme, c'est-à-dire à 2030, à 2035, c'est la diminution de l'offre. Et donc, l'ensemble des projections, des analyses de marché, des participants au marché, parlent d'un prix autour de 2030 entre 130 et 150 euros la tonne. Aujourd'hui, il est à 77. Donc, ça fait x2, ça fait grosso modo 12% par an d'ici à 2030. Très clair, donc faut 12% par an. Bon, alors ça, c'est... Sachant que ça pourrait être zéro aussi. Oui, hein, ça on a peut être pas zéro. parlé des Je risques, rappelle, mais- voilà, oui, alors tu peux me parler des risques, parlons-en, mais moi, je rappelle qu'ici, on n'est pas sur une projection, on n'a pas de boule de cristal. Qu'est-ce qui pourrait faire, donc on a un peu parlé des risques politiques, etc., mais qu'est-ce qui pourrait faire que ça fasse pas 10-12% que... Les signes noirs, donc le risque politique, c'est un vrai risque. Il y a le risque économique. Si demain, il y a une baisse de la production industrielle, une baisse de Oui. la demande, et une guerre... Tous ces trois choses dont tu parles sont pas impossibles. Sont pas impossibles. Ouais. Et donc là, le prix s'effondrerait. Et le troisième, alors c'est plus trop de la politique fiction, plus de la science-fiction, mais si demain on arrive à faire une captation directe de carbone à 50 euros la tonne, pourquoi est-ce que moi, industrie assujettie, je vais m'amuser à acheter à 75 ou demain à 100 ou à 150 euros la tonne? Donc il y aurait une innovation technologique sortie un peu de nulle part. Bon. Celle-ci est moins plausible que les autres. C'est pas le PR qui va faire ça, quoi. Non. Bien que celle-ci, pour le coup, elle serait plutôt positive, alors que les autres ne le seraient pas. Mais c'est un peu les trois grands risques qu'il y a sur le marché. Sinon, en dehors de ça, on a, comme tu l'as dit, on a encore besoin de produire, de brûler du gaz, du charbon, du pétrole. Dans certaines industries, décarboner coûte très très cher. Et par exemple, pour l'acier, tant qu'on n'aura pas les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, exactement. Tant qu'on n'aura pas un coût du carbone à 120, 130, 150 euros la tonne, on ne va pas investir dans la décarbonation. Mais typiquement, là-dessus, il y a quelques projets. On en a envoyé d'ailleurs dans des projets pour des investissements, mais sur lesquels il y a du haut fourneau électrique. Ça commence à se profiler. Bon, c'est pas pour tout de suite. Ils sont capables de faire 5 kilos d'acier par jour, mais ouais. Mais ça commence parce que justement, on anticipe l'augmentation du cours des quotas. Et ça devient intéressant d'investir dans des hauts fourneaux à arc électrique. Si on se dit, en 2030, un quota, il est à 150 euros la tonne, tout d'un coup, mon arc électrique, il devient compétitif. Intéressant. Ok, je vais en acheter, c'est 1000 euros. Je vais sur Omayo, je peux acheter chez toi directement. Donc, si je réexplique ce que tu m'as dit tout à l'heure, un peu comme un USDC par exemple, enfin, comment t'appelles ça, une crypto, un stablecoin, merci. Un stablecoin, selon les stablecoins, c'est pas le cas de tous. Certains sont adossés à un vrai dollar. Donc, j'achète chez je sais pas qui, l'USDC c'est émis par qui, tu connais ce marché, je sais plus. J'achète un USDC, généralement en face je vais avoir un collatéral qui fait que mon intermédiaire va acheter $1. Donc pour moi, un USDC dans mon portefeuille, dans mon wallet, je vais avoir $1 chez eux qui va être en custody, qui va être gardé. J'en achète 10, j'en vends, etc. Ils sont achetés, vendus, gardés, sortis. Bon, toi, c'est pareil. Toi, j'achète une obligation, c'est ce que tu dis. Alors, tu souscris à une obligation émise par nous. Et le montant de ta souscription est utilisé au même moment pour acheter des quotas d'émission sur le marché européen. Et ces quotas d'émission sont détenus dans le registre européen qui, en France, est administré par la Caisse des dépôts, qui agit un peu comme notre dépositaire, du coup. Ok. Donc ça, tu achètes là-dessus 1000 euros, je vais les garder 6 mois. Si je fais plus de 25 000 euros, je peux les garder que 3 mois. J'achète, je peux vendre ensuite. Très bien, c'est acheté, vendu sur un marché. Toi, t'es quoi, une sorte de bourse comme un Nasdaq? T'es plus un opérateur comme un Coinbase ou t'es quoi là-dedans? Alors, nous, on a un modèle un peu atypique, étant donné qu'on est à la fois l'émetteur, l'encapsulateur, quelque part, comme une Amundi qui va te créer un produit, un ETF par exemple, avec des sous-jacents qui peuvent être à peu près tout et n'importe quoi, et le distributeur. Alors, on n'est pas le Nasdaq. Le Nasdaq, ça va être en effet la bourse. Donc, nous, notre bourse, c'est soit EEX, donc European Energy Exchange, soit ICE, qui d'ailleurs appartient au New York Stock Exchange, qui est le Intercontinental Exchange. Et nous, on va être le distributeur, un peu comme un Boursorama pour le coup, ou un Trade Republic, ou eToro, c'est mieux. qui
qui eux vont faire la distribution, mais c'est pas sur ces plateformes que se font les échanges. Et tu peux acheter justement ce que tu proposes toi ailleurs, ou c'est que toi qui le vends pour l'instant? Malheureusement, pour l'instant, c'est que nous qui le vendons. D'accord. Tu peux citer Amundi, par exemple, qui est un autre de mes partenaires. Eux, ils créent pas de produits comme les tiens encore? Pas encore. Ok. Pourtant, et c'est pour ça qu'on a créé Omayo, je pense que les quotas d'émissions, ensemble, puisqu'il y en a une quarantaine et plein d'autres pays qui sont en train d'en lancer, vont devenir une des classes actives dominantes des 10 prochaines années. Intéressant. Parce que pour réussir la transition énergétique et la décarbonation industrielle, il va falloir réinternaliser l'externalité négative qu'est le bouleversement climatique. Et la seule manière de le faire, c'est de mettre un prix sur les émissions. Et la meilleure manière de mettre un prix sur les émissions, ce sont ces marchés-là. Donc aujourd'hui, ça couvre 23% des émissions mondiales. C'est gigantesque. Et c'est en train de s'accélérer. Ce qui est hyper dur, bon alors comme tu le dis, il y en a d'autres et ailleurs. Ce qui est hyper dur, c'est la dépendance à la politique, mais comme tout en fait. Bon, tu disais finalement s'il y a une guerre et s'il y a tout ça, bon, je veux dire l'action Renault ou Tesla, elle bougera aussi quoi. Mais c'est de réfléchir à quel point, en fait, tu vois, ça peut perturber un marché dans le sens où je pourrais avoir des industriels qui vont aller se dire non, mais moi je vais plus produire en Europe parce que avec leur connerie de comment t'appelles ça, de quota carbone, ouais. Je préfère, ça me coûte trop cher en fait. La main d'œuvre est trop chère, les loyers, tout est trop cher. En plus, si on rajoute des quotas carbone, moi je vais aller produire au Zimbabwe, quoi, tu vois, ou en Inde. Donc ça, c'est un risque. Et à la fois, comme on referme tous nos barrières, en plus douanières, on met des barrières douanières, etc. Donc c'est assez compliqué. C'est quand même un billard à 12 bandes, quoi. Oui, ça c'est un vrai risque. Et à tel point que la Commission européenne a mis en place ce qu'ils appellent le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ils sont nuls avec le naming. Mais qui est en fait une sorte de tarif douanier. Alors c'est pas vraiment une taxe parce que comme le système des quotas européens, c'est fixé librement par le marché. Mais le principe est que si tu décides de ne plus produire en France, d'aller produire en Inde, lorsque tu vas exporter ta production vers l'Europe, tu vas là devoir t'acquitter de la différence entre le coût du carbone en Inde et le coût du carbone en Europe. Donc s'il n'y a pas de taxe, tu vas prendre l'intégralité. Exactement. Et donc ça a créé, pour une fois, une forme d'extraterritorialité du droit européen qui impose ces normes aux pays étrangers. Là, Donald Trump, il a dit non, mais pour nous, ça ne s'applique pas, non? Il a essayé. Il essaye encore toujours, d'ailleurs. Sauf que maintenant, tous ces pays qui exportent énormément vers l'Europe sont en train de se dire attends, on est en train de laisser un flux de richesses aller de chez nous vers les Européens pour financer la transition énergétique européenne. Donc on va mettre en place nos propres marchés carbone, nous aussi. Autant prendre le pognon qu'on leur file nous-mêmes, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, depuis que l'Europe a mis en place cette politique, il y a plein de nouveaux marchés carbone à travers le monde, dont en Inde, mais en Turquie, en Afrique du Sud, au Brésil, au Vietnam, en Indonésie, enfin un peu partout, qui sont en train d'émerger. Et ça, c'est des choses que tu commercialises, toi? Pas encore. Là, on a commencé les quotas britanniques. Okay. On est en discussion sur les quotas sud-coréens. Et l'idée, c'est d'ouvrir progressivement l'ensemble de ces marchés, et puis après de les utiliser comme un peu des briques de Lego de produits composites. On pourrait faire, alors pas le MSCI World des actions, mais le Omayo Global Carbone avec un mélange de plein de produits. Je comparais à un Coinbase, il y en a d'autres, hein, je ne sais pas où tu achètes tes cryptos, si tu en achètes encore, mais c'est un peu dans l'idée, c'est un peu ça. Je pourrais acheter plusieurs choses, toi tu les crées, tu les packages, tu les vends. Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en Omayo? Pourquoi j'imagine que tu as des petites discussions avec l'AMF régulières. Ok. Alors déjà, Coinbase, super analogie. Parce que Coinbase, qui sont lancés, c'était un seul produit, c'était Bitcoin. Puis progressivement, il y a eu Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Pendant longtemps, c'était les trois. Et puis maintenant, il y en a X. Et donc, Coinbase, c'est un peu la plateforme de la crypto. Nous, on va être la plateforme d'abord des quotas d'émissions et demain, plus généralement, des actifs climatiques, c'est-à-dire des produits qui ont à la fois du rendement et de l'impact. Parce qu'il y a en fait, il y a les quotas d'émissions, mais il y a plein d'autres choses. On pourrait faire des obligations catastrophes, on pourrait faire plein de choses auxquelles les investisseurs privés aujourd'hui n'ont pas accès, mais qui vont être la pierre angulaire de la décarbonation européenne et qui en plus ont un fort potentiel de rendement. Alors,
On parle de 20% par an en moyenne depuis 10 ans, c'est pas mal. Sur la réassurance et sur la confiance, la finance, c'est un métier de confiance. Donc, ça passe par plusieurs choses. En effet, on a présenté le projet à l'AMF avant même la création de la société. Et aujourd'hui, on a différents canaux de distribution, dont des offres publiques de titres financiers qui sont systématiquement communiquées à l'AMF avant leur émission. On travaille avec plusieurs partenaires qui sont systématiquement des partenaires français, européens français. Notre dépositaire, c'est donc la Caisse des dépôts. On travaille avec une banque française qui est Memobank. On a un agent des sûretés qui est agréé par la CPR, qui s'appelle ITER Financial Services, qui est une société française. Et cet agent des sûretés protège en quelque sorte les souscripteurs en cas de défaut ou de défaillance de Omayo. Et puis, on essaye d'être extrêmement présent, extrêmement accessible, extrêmement visible, pour que quiconque puisse poser des questions, nous rencontrer, passer un coup de téléphone. Et donc, je pense que cette transparence participe aussi à la confiance, mais c'est un travail de longue haleine. Il faut s'installer progressivement sur le marché et devenir familier. Il y a un petit détail quand tu me dis on doit garder 3 mois ou 6 mois, ça me fait tout de suite penser à me dire ça c'est aussi que probablement les frais sont trop élevés pour pouvoir espérer dans la journée me refaire. Est-ce que c'est le cas ? Non, c'est pas le cas. No offense, parce que je vois que tu mais... souris quand je te le dis, mais parce qu'on n'a pas parlé des frais. On n'a pas parlé des frais, et donc je me dis finalement, quand je dis no offense, c'est que c'est quand même un truc que vous structurez, qui doit coûter cher à faire. Il y en a d'autres qui le font ? Non. Ok. Donc, bon, en plus, s'il n'y a pas d'autres qui le font, bah, tu fais les frais que tu veux, de toute façon, t'as personne qui te fout la pression. Mais ça coûte combien ? Alors, on a des frais d'entrée, donc qui correspondent à un pourcentage du montant que tu investis, qui vont de 1 à 2%. Ok, ça va, j'avais peur, ça va, fair enough. Et ensuite, on a des frais de gestion qui dépendent de la valeur de ton portefeuille et qui vont de 1 à 1,5% par an. Ok. Donc, la structuration de prix est censée faire penser à un ETF un peu cher. Et t'as pas de frais de sortie ? Il n'y a pas de frais de sortie. C'est que l'entrée plus gestion. Okay. Exactement. Il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas d'autres frais cachés, il n'y a pas de frais de tenue de compte. Et donc, après, quand tu dis 1 à 1,5, c'est toujours une question de montant. Si je mets 25 000 €, c'est moins cher. Exactement. Ok. Et si j'ai mis 25 fois 1 000 €, c'est 1,5%. Ouais. Ok. Donc, c'est pas mal de rentrer big d'un coup. Après, voilà, c'est moins. Tu as des solutions de dollar cost averaging ou de choses de prélèvement ? On travaille dessus. Très bien. Après, ce prélèvement de 1 000 €, il faut y aller. Mais, mais toutes ces choses-là, on travaille dessus. On va essayer de progressivement abaisser les frictions entre guillemets à l'entrée, à l'investissement et les rendre des choses les plus simples possibles. Et tu bosses avec des CGP ? Alors, parce qu'ils ont un intérêt, parce qu'eux, il faut que tu leur distribues un truc pour qu'ils te vendent généralement. Sauf les bons CGP qui sont vraiment dans le sens de leurs clients. Mais... on travaille avec des gens qui ont des intérêts alignés avec les nôtres. D'accord. En fait, on n'a pas une structure de frais qui vous permettent de redistribuer. Ouais. Mais c'est assez français, je crois. Il y a une structure à distribution de produits financiers et de l'intermédiation en France qui est très onéreuse pour les émetteurs. Quand on a beaucoup de volume, on arrive à trouver d'autres mécaniques. Mais pour l'instant, on va plutôt privilégier de travailler avec, par exemple, des multifamily office qui ont une structure de frais un petit peu différente, avec certains CGP indépendants ou alors des CGP qui ont une conviction environnementale extrêmement forte, qui vont chercher des produits plus ciblés et qui vont moins être sur une différenciation prix. Donc, ça nous arrive de travailler avec des tiers, mais l'objectif, c'est pas d'aller rémunérer le plus possible des CGP pour avoir le volume. Ok. Oui, il peut y avoir certains qui fonctionnent avec du caride, par exemple, qui prennent une prime à la performance ou des choses comme ça. Oui, mais là, étant donné que nous, on ne fait pas de gestion active, c'est vraiment... on fait une réplication. C'est pas vous, mais ce serait le CGP qui vous achète, qui dirait, bah, moi, si ça fonctionne, tout ce que je vous ai acheté sur Omayo, je prends 20% de la perf. Oui, mais là, je dirais à son client, qu'est-ce que lui a fait pour que cette perf existe. Voilà. Il a trouvé Omayo. Il fallait que le client écoute la martingale. Tu vois, il y a des gens qui sont tellement allergiques à tout ça. Ok, donc tu m'as dit 1 à 2%. Si on vient de ma part, qu'est-ce que tu peux faire pour les auditeurs qui écoutent ? Eh bien, clairement, on leur fera les frais les plus faibles, quel que soit le montant.
Donc on peut faire un code ensemble. Martingale. Martingale. Ouais. Là, Ouais. Martingale, qu'est-ce que tu préfères? Les deux, Les mais deux. Martingale, c'est bien. Allez, D'accord. ouais. Martingale, et là, quel que soit le montant, on leur fera Donc 1000 ou 25 000, ou voilà. ouais, Ok. le prix le plus faible qu'on puisse faire. Ok, très bien. Valable 12 mois. Si tu veux, on peut faire plus. Oh, bah plus, allez, jusqu'à fin 2027. Sinon, faut le renouveler une fois par an par une nouvelle invitation. On verra ça. En tout cas, moi, je trouve ça assez intéressant, et c'est vrai que vous êtes tous relous en ce moment parce que vous venez ici, en plus avec vos non pas que j'ai d'a priori, parce que je sais que ça fonctionne bien, puis vous êtes invité quand même aussi pour ça, mais avec vos solutions qui alignent beaucoup d'intérêt. Je trouve ça très très cool de se dire j'ai envie d'y aller semaine après semaine, quoi, tu vois. Mais là, j'ai pas pu créer un compte comme ça. C'est super dur d'ailleurs, faut faire un KYC. Alors, faut faire un KYC, ça met 5 minutes. Hein. C'est Ok. nom, prénom, c'est pièce d'identité, vérification du compte bancaire. Je dois pas des être choses un comme ça. investisseur professionnel, investisseur averti, tout Non. ça. Ok. Ok. Rendement, risque, point fort, point faible, on l'a vu. Est-ce que vous avez pensé à vous adosser à des blockchains, justement, à faire des choses qui soient blockchainisables? Alors, au début, c'était la première version du projet, c'était ça, c'était de faire un stablecoin, pour le coup, adossé au quota d'émission. À l'époque, la réglementation européenne était encore assez mouvante sur ces sujets, la régulation MiCA, et on tombait dans une catégorie qui était donc les Asset Reference Tokens, les ART, qui était assez indéfinie. Et donc, on n'a pas voulu prendre de risques, donc on est parti sur un autre modèle qui est le modèle obligataire. Ok. Demain, sur d'autres produits, puisqu'on a vocation à construire plein de produits différents, avec plein de profils de risques, de rendements différents, peut-être qu'on explorera le sujet. Vous avez vendu pour combien, et c'est quel volume chez vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait quelques millions d'euros. On a près de... C'est entre 2 et 10, quoi. C'est ça. C'est supérieur à 2 et inférieur à 10. Ok. Non, mais on a grosso modo un millier de clients avec Ok. des tickets moyens un peu supérieurs à 5 000 euros. Donc, Ok. Tu me donnes je te laisse 5 faire millions. le calcul. Et on a plusieurs dizaines de quotas d'émissions qui sont détenus et qui sont du coup supprimés au marché tant qu'on les détient. Dans notre compte dans le registre. Il y en a qui achètent et qui vendent beaucoup, ou ça reste, c'est plutôt des gens Il y en a qui hold? achètent beaucoup. Je crois. Alors, on a lancé la plateforme, enfin, on l'a ouverte au public il y a presque un an. On est quoi, le 22 En septembre 2024. Exactement. Et je crois qu'on a un client qui a dû faire 13 ou 14 investissements. Ok. Donc presque un peu plus d'un par mois. On a quelques clients qui ont vendu récemment parce que les prix ont bien augmenté. Mais la plupart sont sur des comportements de type buy and hold. Ok. Ce qu'on recommande pour jouer sur les fondamentaux de long terme, qui sont l'offre, et non pas sur des facteurs de prix de court terme qui sont la demande. Donc là, une fois qu'on a compris ça, on peut envisager de le faire seul, si on n'a pas forcément besoin de... Plein de clients qui viennent tout seuls, qui en 5 minutes ont souscrit à des quotas d'émission. Est-ce que c'est écolo de faire ça? Est-ce que c'est un comportement écolo fondamentalement? La définition d'écolo, écolo politique, écolo... Est-ce que le nucléaire, c'est écolo? Bon. Oui. Voilà. Je suis d'accord, mais il y a plein de gens qui ne le sauraient pas. La raison pour laquelle j'ai créé Omayo, c'est vraiment pour proposer aux investisseurs privés une plateforme sur laquelle ils allaient systématiquement et sans aucun doute trouver des produits qui alliaient impact réel. Quand je dis réel, c'est pas une question de standard, de méthode, de label, c'est vraiment empiriquement démontré, et rendement. Donc, cette dimension-là est intégrée un peu par conception, par construction, presque par essence dans le produit. Maintenant, l'intention de mon client, c'est pas mon affaire. Il n'y a aucun jugement moral, où il n'y a pas de bien, mal. Il y a des gens qui sont là uniquement pour la faible corrélation, la grosse liquidité et le rendement. Moi, je sais que l'impact qu'ils ont, il est réel et quantifiable. Donc, à ta réponse, j'ai envie de dire oui, c'est écolo, mais c'est pas parce que l'écologie t'intéresse pas ou tu sembles être peu concerné que tu n'as pas de raison de le faire. Tu me disais qu'il y avait
personne d'autre qui faisait ça, au moins comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'investir dans le quota carbone européen, soit direct, soit détourné? Alors, tu as cette réplication dérivée via quelques émetteurs, enfin un émetteur en tout cas aux États-Unis qui s'appelle CraneShares, qui a deux produits, un produit spécifiquement européen et un produit global dans lequel il y a du quota européen, qui va te permettre de suivre, en tout cas de t'exposer à la performance du sous-jacent avec cet écart lié au fait que les contrats à terme aient une prime. Et sans l'impact, étant donné que c'est dérivé. Donc il y a cette solution-là. Une autre chose, c'est simplement en fait d'être long, entre guillemets, sur l'appréciation du cours des quotas. C'est-à-dire que le cours des quotas, c'est un risque. Enfin, l'augmentation du cours des quotas, l'augmentation du prix du carbone, c'est un risque pour toutes les entreprises qui émettent beaucoup de CO2. Et donc, on pourrait se dire, je construis un portefeuille où ma stratégie, c'est d'être long, c'est-à-dire d'acheter l'ensemble des industries décarbonées et d'être court sur celles qui sont carbonées. Et il va y avoir un effet de ciseau au fur et à mesure où le quota augmente. Ça, c'est assez indirect pour le coup, mais ce serait assez malin à faire. Intéressant. Merci Valentin Lottier. On te suit sur LinkedIn peut-être? LinkedIn plutôt, oui. Avant de te laisser, est-ce que tu aurais une petite martingale à toi, un petit péché mignon, un endroit où tu aimes investir toi-même? Alors, je pense que ça doit être le cas pour pas mal d'entrepreneurs. Moi, je suis assez all-in, ce que je déconseillerais par ailleurs. Mais le fait d'être all-in, ça cache quelque chose d'un plus fondamental, c'est-à-dire d'essayer de se construire quelque chose d'assez peu risqué sur une grosse partie de son portefeuille, et ensuite d'aller chercher quelques positions asymétriques très fortes sur lesquelles on a une conviction très forte. Moi, il se trouve que là où j'ai une conviction très forte, c'est sur le financement de la transition énergétique, et plus spécifiquement sur les quotas d'émissions. Donc c'est à la fois là où j'investis et là où je construis ma boîte, et tout mon argent est à la fois dans les sous-jacents et dans la boîte. Mais par ailleurs, je sais que j'ai un matelas de côté et ainsi de suite. Donc c'est très polarisé de cette manière-là. Je crois beaucoup moins. Enfin, tu parlais d'antifragile, je pense que si tu as lu à Nassim Taleb, il dit exactement ça. D'ailleurs, ça vient de lui, pas de moi. Mais le fait de répartir dans plein de positions très diversifiées, d'essayer de construire quelque chose d'un peu ventre mou, je préfère la stratégie qu'il appelle barbell, je crois, où j'ai deux gros blocs, un peu risqué et un extrêmement asymétrique. Donc je dirais... Un peu risqué, t'as dit, ou un peu risqué? Un peu risqué. Oui, c'est ça. J'adore cette approche. Mais c'est vrai que, pardon, je te coupe Valentin, mais c'est vrai qu'on a une tendance, alors ça c'est plus on va dire les corpos qui sont obligés, assujettis à l'AMF, etc. Encore une fois, nous on le redit, on ne donne pas de conseils ici, on vous donne nos croyances, etc. Mais c'est vrai que si tu aplatis tous les risques, bah, tu aplatis toutes les possibilités de gains. Enfin, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner. Tu vas probablement gagner en moyenne, oui, 2, 3, 4, 5%. Ce qui est intéressant dans les stratégies comme ça, où tu mets, je dis une connerie, mais un 70% super safe, ceinture bretelle, un peu d'IMO, ta boîte, ton salaire, la vie où tu machin, et puis, je sais pas, si tu veux même faire du fonds euro ou des choses comme ça, enfin des choses vraiment ceinture, ou pourquoi pas même de l'ETF indice, même si je pense que ça va bouger fort bientôt. Et puis 20 ou 30% de l'autre côté où tu te mets 2 ou 3 trucs bien risqués. Ouais, il faut juste accepter que tu puisses perdre ces 20-30%, mais en revanche, si tu les gagnes, si tu arrives à faire un fois 10 sur 10% de ton patrimoine, tu vas le doubler quand même. Donc et puis en fait, mathématiquement, en faisant ça, tu vas choisir 2 ou 3 positions dans lesquelles tu as une position très forte, et tu vas les suivre. Et tu vas commencer à les comprendre. Et tu vas avoir des opportunités, tu vas pouvoir surperformer. Quand tu fais du S&P 500, est-ce que tu comprends les 500 boîtes? C'est quoi leur driver de prix? Non, c'est beaucoup plus proche d'un Berkshire Hathaway ou exactement. Comme ça. Ouais. Et dit, voilà, moi je suis là dans quelques boîtes qui seront encore là dans 20 ans, et je les connais par cœur. Et ça, j'aime bien parce que
Après, c'est une vision un peu plus holistique, mais quelle que soit la performance financière du sous-jacent, tu auras appris énormément et tu auras compris beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit la performance des quotas, je comprends bien comment ça fonctionne. Ce qui n'était pas le cas ne serait-ce qu'il y a 3 ans. Et cet apprentissage-là, derrière, tu peux le monétiser de plein de manières différentes. Valentin Lautier, L-A-U-T-I-E-R. Omaio, c'est H-O-M-A-I-O. Donc voilà, omaio.com, un très beau site qui donne envie de s'inscrire. Je suis en plein dans le processus d'inscription. Ça y est, je crois que c'est bon. Et ben voilà, allez-y. Le code, c'est la martingale. Non, martingale, les deux, ça fonctionnera. Vous aurez jusqu'à fin 2027, on a dit. Je gagne une année à chaque fois. 2026. Pour y aller, on mettra tout ou un lien traqué sur le site de lamartingale.io. Merci Valentin. Et puis merci à vous tous. Si vous êtes nouveau sur La Martingale, abonnez-vous et mettez cet épisode, envoyez-le de force, je sais pas moi, à votre père, votre mère, votre cousin, voilà, votre cousine écolo qui veut pas investir, peut-être qu'elle comprendra que il faut aller chez Omaio ou chez nos autres invités. Ça m'a donné envie d'ailleurs, je pense qu'on mettra aussi ça dans le lien de l'épisode. Je vais faire une liste des épisodes liés à l'impact et au green qu'on a pu faire pour que vous puissiez le retrouver sur le site de La Martingale. Et je dis je remercie les équipes de La Martingale qui vont le faire parce que c'est pas moi qui vais le faire, mais ils sont super et ils seront contents de le faire. Allez, bisous, salut, à la semaine prochaine.